Hello Jedi, comment tu vas? Je vais très bien, toi. Super. Alors, on commence directement l'épisode en rappelant les bonnes pratiques. N'hésitez pas à suivre FarmSpot sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. Faites des commentaires, lâchez des étoiles. Ça nous aide énormément. Et puis, en dernier lieu, ce serait super cool de votre part de partager cet épisode ou l'épisode qui vous a plu le plus depuis qu'on a commencé à tourner, à enregistrer il y a quelques mois, à quelqu'un qui aime les business, qui aime un peu les côtés underground et qui aime capter les signaux faibles sur le marché. Parce que finalement, c'est ce dans quoi on essaie d'exceller, en tout cas, capter les signaux faibles qui nous intéressent, nous, en discuter tous les deux et ensuite vous le partager à vous dans une discussion tout à fait informelle, comme celle qui est sur le qui est sur le point de commencer entre Jedi et moi. Jedi, je te laisse, t'as une intro? Ouais, c'est une petite intro, c'est moi, c'est un Twitter, un thread que j'ai lu d'un mec dans la crypto, Anon, qui est plutôt connu dans le monde des NFT et qui fait partie de toutes ces personnes qui ont make it pendant ces 2, 3, 4 dernières années dans la crypto. Et en fait, il fait un thread, je ne sais pas si tu l'as vu ce thread, sur les niveaux de richesse. Je sais pas si tu l'as Non, pas pas vu. vu. Ok. En gros, c'est un thread qui est devenu assez viral et je ferai vraiment attention de le mettre dans la description parce que je sais que des fois, je loupe certains liens. Mais en gros, il distingue 5 grands niveaux de richesse et il dit on tend tous vers le dernier niveau de richesse et il les détaille. Et donc, je vais te les détailler et si tu veux, après, on en parlera. Le premier niveau de richesse, c'est le réfugié syrien, le soldat au Congo. En fait, c'est la personne qui ne va jamais make it de par sa situation intrinsèque de où est-ce qu'elle est née et où est-ce qu'elle évolue. Et en fait, cette personne-là, il est extrêmement probable que gonna make it et qu'elle monte dans les niveaux. Donc, on va dire, dans le trade d'ailleurs, c'est assez brutal, on va dire le niveau 1, on va même pas en parler. C'est Mhm. l'extrême du mec qui va pas y arriver. Le niveau 2, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent au jour le jour et qui a du mal à finir les bouts de mois, même les bouts de semaine, qui a peut-être 2 jobs en même temps, qui a pas du tout d'épargne, qui a même pas des actifs, qui aurait même pas pu imaginer un jour avoir des actifs. Et peut-être elle a une petite voiture, mais une voiture c'est pas un actif, mais peut-être il a une voiture pour aller au travail. Par contre, si la voiture tombe en panne, il y a une cascade de problématiques qui vont s'enchaîner, qui vont lui défoncer son mois et la fin du mois va être très 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 compliquée. Il va manger des pâtes s'il peut encore l'acheter. Donc ça c'est le niveau 2. L'objectif du niveau 2, du mec qui est dans le niveau 2, c'est de tout faire pour passer au niveau 3. Pour passer au niveau 3, il faut qu'il le seule beaucoup plus, donc qu'il travaille jour et nuit, quitte à pas dormir et à se défoncer la santé. C'est pas grave, il faut qu'il bosse, il bosse pour en fait accumuler de l'épargne et pouvoir avoir un seuil un matelas de Mhm. confort qui, en général, ce qu'on dit en Europe pour les Occidentaux, un matelas confort, c'est entre 4 et 8 mois De salaire de salaire, mensuel. quoi. C'est ce que le confort minimum à avoir en épargne. Donc, ce mec-là, au niveau 2, il doit tout faire pour arriver au niveau 3. Euh, et alors, ce qu'il dit, c'est que en parlant avec beaucoup de personnes dans le monde des NFT sur Twitter, il y a des gens dans les NFT qui sont au niveau 2. Et en fait, et alors c'est très drôle parce que je suis dans des communautés aussi un peu plus privées où en fait on se présente tous nos vies, etc. Et dans les présentations, tu as des mecs qui sont dans le niveau 2. Tu as des mecs qui disent j'habite dans une vieille ville aux US, je gagne à peine 1400 $, c'est super Mhm. chaud, j'ai une petite fille, j'ai perdu ma femme, machin truc, mais je suis artiste le week-end et en fait j'ai adoré les NFT et en fait j'ai acheté un NFT. Et j'ai mis, genre, j'ai payé, les gars m'ont tué, genre, les gars m'ont empêché de acheter un truc pour ma fille. Enfin, tu vois, genre, ils vont un peu dans les histoires Ouais. un peu glauques. Et ils te disent, c'est moi, j'ai acheté un NFT et j'ai fait x4. Tu vois, ils te disent, incroyable, j'ai fait x4, je peux revendre. Si je revends, je fais un Ethereum. Tu vois, ils sont en mode dinguerie, tu vois. Ouais. Et là, il dit, la chose qu'il faut faire, c'est vendre. C'est peu importe le potentiel de l'actif, tu vends et tu sécurises de l'épargne. Et tu t'en fous du reste. Tu vends, tu sécurises de l'épargne. Parce que tout ce que tu as à faire au niveau 2, c'est de mettre de l'argent de côté. C'est tout ce que tu as à faire. Donc, dès que tu as si tu as eu la chance de rentrer dans les NFT, que tu as eu la chance que le NFT pump, tout ce que tu dois faire, c'est le vendre et juste fais ton épargne et tu réfléchiras après. Tu reviendras dans 6 mois quand tu auras réussi à te construire un minimum d'épargne.
Ensuite, il y a le niveau 2, le niveau 3, pardon. Le niveau 3, c'est la middle class, c'est la classe moyenne. Le niveau 3, selon lui, tout le monde se dit de la classe moyenne. Le mec qui gagne 50K, qui bosse dans une startup à Paris, head of product, ou même peu importe ce qu'il bosse, il gagne 50-60K à Paris. Il se dit, il fait partie de la classe moyenne. Et le dev à San Francisco, qui est à 300-400 000 dollars l'année, il se dit aussi classe moyenne. Même si les extrêmes de la classe moyenne sont assez larges, quelqu'un, selon lui, dans la classe moyenne, c'est quelqu'un qui a potentiellement une voiture. Peut-être même, il a déjà pu faire un prêt pour s'acheter une maison. Il a un peu d'épargne, peut-être quelques actifs. Donc, il a peut-être commencé à mettre quelques milliers d'euros, 10, 20K dans la bourse. C'est quelqu'un qui, les problématiques là dans sa vie, c'est l'épargne pour les enfants. Donc, c'est-à-dire comment je vais payer les études de mes enfants et comment je vais faire pour que mes enfants, plus tard, ils soient dans des bonnes conditions. Et donc, il se dit, bah, il faut que j'y arrive. Donc, j'ai déjà, tu vois, j'ai pas de problème d'argent, mais j'ai envie quand même de m'enrichir un peu plus pour pouvoir assurer ma succession et pouvoir assurer les enfants que je vais mettre dans ce monde-là et leur faire vivre une meilleure vie que celle que moi j'ai vécue. Ou en tout cas, au moins, si tu n'as pas vécu une mauvaise vie, au moins celle que moi j'ai vécue parce que je trouve qu'elle était plutôt bonne. Selon lui, cette middle class, c'est 1% de la planète. C'est 1% du monde. Donc déjà, si tu es dans le niveau 3, selon lui, peu importe si tu sois au bas de l'extrême du niveau 3 ou le haut de l'extrême, sachant que la middle class, en fait, elle est comme j'ai dit, c'est vrai que quand tu parles aux gens et que tu leur dis, OK, tu te vois où toi dans la classe, la plupart des gens vont te dire, moi, je suis dans la classe moyenne. En fait, mais moi, suite à des discussions, je connais des gens où je connais leurs revenus, je connais leurs actifs, et ils sont pas du tout au même niveau, mais les deux se disent faire partie de la classe moyenne en France. Tu vois. Le niveau 4, ça va de deux tranches. Le niveau 4, il l'appelle We Like Nice Things, et c'est le top de la classe moyenne jusqu'à arriver aux super riches. Et en fait, le niveau 4, c'est plus une question d'argent. C'est-à-dire que tes enfants, tout ça, c'est bon. Ils auront une maison dédiée à eux. Quand il fera les études dans les meilleures top écoles, il sera ultra en luxe. C'est pas un problème. L'argent n'est plus un problème. Donc, c'est plus une question d'argent. Par contre, donc, c'est plus une question d'argent. C'est plutôt une question de train de vie. C'est-à-dire que le mec ou la meuf au niveau 4, c'est celui qui peut se permettre de faire des beaux voyages à Paris sur un coup de tête. Donc, il peut booker le meilleur hôtel à Paris et partir une semaine avec sa compagne sur un coup de tête. S'il a un délire, il veut s'acheter une belle maison au bord du lac, d'un lac en Suisse ou d'un lac en Italie. Bah, s'il regarde un peu ses comptes, il peut se le permettre. Il peut mettre 2, 3, 4, 5 millions dans une maison au bord du lac. Il peut peut-être même de temps en temps se déplacer en jet privé ou même avoir son propre jet privé. Je crois que nous, on suit quelques personnes en disant ça de niveau 4 qu'on pense être de niveau 4. Donc, je pense que tu as l'image du niveau 4, du mec de le niveau 4. Cette personne-là, elle fait partie des 0,01% de ce monde. Congrats, si tu es dans le niveau 4, tu es déjà très bien. Tu es très, très, très bien. Par contre, selon lui, il dit profondément en termes de bonheur, il n'y a pas de différence entre le niveau 3 et le niveau 4. Le niveau 4, en fait, il gagne beaucoup d'argent, mais il en dépense aussi beaucoup. Il regagne beaucoup d'argent, il en dépense beaucoup. Et en fait, comme le nom du niveau 4 l'indique, il aime les belles choses, les bonnes choses. Et en fait, ça devient un bon vivant et il dépense tout son fric juste pour vivre la vie d'un bon vivant. Il dit, grâce à la crypto et au NFT, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au niveau 4 très vite. Qui étaient peut-être au niveau 2, peut-être tout en bas du niveau 3. Et en fait, très, très, très vite, ils sont arrivés au niveau 4 en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et bravo, tu vois, en fait, ce trade, il avait pour vocation. Ouais. Voilà, il dit, mec, génial, quoi, c'est super. Mais n'oublie pas le niveau 5. Le niveau 5, c'est le niveau post-consommation.
Donc, ça veut dire que tous tes besoins les plus fous peuvent être assouvis. Et en fait, tu vas faire quoi au quotidien? Peut-être qu'un de tes délires, ça va être de devenir un bon joueur de golf. Et tu dis, moi, j'ai toujours rêvé de faire du golf. Je faisais ça quand je venais de rentrer, quand j'étais au top du niveau 3 avec des copains, on faisait du golf. En fait, je kiffe vraiment ça. Bah, vas-y, tu sais quoi, peut-être que cette année-là, je vais la dédier à devenir très bon golf et pouvoir me la péter avec les potes, tu vois. Et donc, tous les jours, tu vas aller jouer avec tes amis riches, tu vas fumer des bons cigares, machin truc, tu vas te faire kiffer. Et il dit ça, euh, c'est en fait être toujours stuck, toujours être bloqué dans le niveau 4. Le niveau 5, c'est très souvent quand tu veux dédier ta vie pour un objectif, pour une vocation, pour quelque chose qui est plus grand que toi, qui est plus grand en fait de ce que toi tu incarnes au jour le jour. Et en fait, tu fais pas ça pour l'argent, parce qu'en fait, c'est plus une question d'argent. Tu fais ça pour l'amour du jeu. Il l'appelle comme ça, c'est pour l'amour du jeu. On définira ce qu'on veut dans l'amour du jeu. Et en fait, ça devient une drogue. Et selon lui, c'est en fait la drogue la plus saine comparée à tous les autres niveaux. Parce qu'en fait, dans tous les niveaux, il les détaille un peu, tu as différents types de drogues. Alors, je ne les ai pas tous listés. D'addiction. Tu as différents types de drogues. Mais en fait, cette addiction au niveau 5, selon lui, c'est la plus puissante et c'est celle que tout homme rêverait d'avoir en fait. C'est de se dire, ok, c'est plus une question d'argent, c'est une question de qu'est-ce que j'arrive à mettre au-dessus de moi et qu'est-ce qui est plus grand que moi et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'achieve dans ma vie. Moi, je l'interprète souvent par le legacy. Quel est le legacy que j'ai envie de laisser dans ce monde, tu vois. Et les gens qui peuvent se poser cette question-là, c'est qu'il faut déjà être à la fin du niveau 4 ou essayer d'atteindre le niveau 5. Donc, pour résumer, le niveau 1, désolé, on ne peut rien faire pour toi. Le niveau 2, c'est travailler encore plus. Tu vas y arriver. C'est mathématique. Plus tu te casses la gueule tous les jours et tu te défonces pour faire rentrer du cash, plus tu vas y arriver. On est dans un monde assez. Il y a de l'argent dans le marché, c'est pas un problème. Et les gens qui hustle sont récompensés. Et plus tu hustles, plus tu arriveras facilement au niveau 3. Le niveau 3, il dit, en fait, c'est le meilleur endroit, le niveau 3. C'est-à-dire que le niveau 5, c'est celui qu'on aspire quand on est au niveau 4. Quand on est au niveau 3, on ne se rend même pas compte qu'il y a un niveau 5. Et en fait, si on prend un peu, selon lui, l'équilibre parfait entre stabilité et peu de tracas, mentaux et stabilité financière et physique, en fait, le 3, c'est l'endroit parfait. C'est l'endroit un peu rêvé. Si tu arrives à atteindre le niveau 4 malgré toi, parce qu'en fait, tu as beaucoup de thunes grâce aux crypto, bah, super, amuse-toi, fais toutes les conneries que tu as envie de faire, One Life, pendant un an, fais les pires trucs, voilà, reste prudent évidemment, parce que ça peut devenir un piège sans fin. Ça, il donne bien l'indice. Tu peux, par exemple, si tu veux, au niveau 4, tester les pires drogues avec les pires prostituées du monde, aller dans les plus beaux endroits, machin truc. Bah, en fait, tu peux à un moment donné, si tu n'arrives pas à passer le cap du niveau 4, tu peux rester dans cette boucle. Et en fait, ta vie, ce n'est que ça, en fait. Ce n'est que essayer de faire plus de cash et en brûler encore plus. Et il donne des exemples, tu vois, et on a tous vu des documentaires sur des traders de Wall Street qui en fait tapent le 2, 3, 4 millions, si pas plus des fois pour certains, de bonus par an. Et en fait, ils sont stuck, ils sont bloqués dans une loupe en fait, de hyper dépenses, hyper consommation. Très souvent, ils tombent dans la drogue, c'est compliqué quoi, pour eux. Et après, il dit le niveau 5, c'est le nirvana en fait, selon lui. C'est l'épanouissement ultime d'une vie. C'est très dur de passer du 4 au 5, mais si tu es dans le 4, c'est essentiel de te rendre compte que tu es dans le 4 et de te dire, il faut certainement pas que je reste bloqué dans la boucle, il faut que j'essaie d'atteindre le niveau 5. Et donc, quand j'ai lu ce thread, je me suis dit, je vois très bien, je pense que après, on parlera de ces différents niveaux. Est-ce que tu penses que c'est Plein fait de choses à sens ou dire. pas? Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Mais il dit, euh, très souvent, quand tu es dans le niveau 2 ou 3, tu ne te rends pas compte qu'il y a un 4 et un 5. Tu penses juste qu'il y a un niveau au-dessus, mais tu ne vois pas la distinction entre les deux. Et en fait, moi, je vois très bien quand
t'entends beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours dire les riches de ce monde, les multimilliardaires, les Elon Musk ou plein d'autres personnes, tu vois. Tout ce qu'ils font avec leur fric, c'est juste le dépenser. C'est juste pour avoir plus, plus, plus. Tu sais, ce truc, le avoir plus, plus, plus. Mais en fait, non, ces gens-là, ils sont dans le 5. Et ils sont pas là pour avoir plus, plus, plus. Alors peut-être qu'ils sont un peu mégalos et ils veulent plus, 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 mais ils ont ce plus, 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 ils savent quoi en faire avec ce plus, plus, plus. Et je pense que toutes ces personnes qu'on voit qui sont médiatisées, je parle, tu vois, donner un exemple, c'est Elon Musk, il y en a plein d'autres, tu vois, Zuckerberg, etc., qui sont en fait, sont pas dans le niveau 4. Et en fait, les gens, ils pensent qu'il n'y a qu'un niveau 4, ils ne voient pas le niveau 5. Et du coup, ils se disent, bah, en fait, ces gens-là, d'office, ils sont dans le niveau 4. Et comme tu le disais, dans un des épisodes, dans un des derniers, tu sais, je ne sais plus ce que c'est vu que l'argent, c'est le diable, tout ce qui est fait avec l'argent, c'est des diableries. Je ne sais pas, si tu avais dit un truc comme ça, tu vois. Mais ça, c'est vraiment être d'un niveau 4, quoi. Ça, c'est penser qu'en fait, il n'existe que le niveau 4 et qu'il n'y a pas de niveau 5. Mais en fait, il existe un niveau 5 et c'est dangereux parce que la plupart des gens dans le niveau 4 restent bloqués dans le niveau 4. Mais il y a des gens dans ce monde qui sont au niveau 5 et selon lui, bah, c'est l'état ultime, en fait, le niveau 5. Voilà, mais ce thread, j'ai vraiment bien aimé ce thread. Et il y a plein de gens qui commentent, machin truc. C'est un putain de bon thread. Il y a plein de commentaires super intéressants. Tu as des gens qui se reconnaissent dans les niveaux. Enfin, je le partagerai et je pense que c'est une bonne lecture. En tout cas, on apprend plein de choses, quoi. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, il y a plusieurs remarques que je vais faire. La première, c'est celle du OK, quand on est niveau 2, niveau 3, niveau 4, finalement, ta vie change pas tant que ça, que tu sois, tu prenais l'exemple au niveau 3 en l'occurrence, que tu sois en bas de la fourchette ou en haut de la fourchette, ta vie ne change pas énormément. Mhm. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Et en gros, c'est la capacité de l'être humain à retrouver des émotions et à, disons, un environnement relativement stable très rapidement, que ce soit quand il perd un petit peu ou quand il gagne un petit peu aussi, tu vois. Et on situe en général l'espèce de, le plafond à partir duquel l'être humain ne ressent plus la différence. Je pense que c'était entre 60 et 100 000 dollars par an. Quand tu gagnes dans ces eaux-là, grosso modo, que tu gagnes 60, 80 000 ou 110 000, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Tu as toujours accès aux mêmes services, tu as toujours accès à la même qualité de vie, etc. etc. Et donc, du coup, c'est l'espèce de threshold que les gens ont souvent en tête quand on parle de ça. Donc, le tapis roulant hédonique, c'est un truc intéressant à aller voir. Euh, on mettra aussi le lien dans le documentaire. Ensuite, moi, j'ai une anecdote à partager par rapport à cette histoire de niveau. Quand je suis arrivé dans mon ancienne boîte à Paris, au bout de 2 mois, j'étais un peu idéaliste et insouciant. On était à table à midi et on parlait de ce qu'on voulait faire plus tard, etc., 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 de nos objectifs de vie. Et je dis, bah, moi, mon objectif, c'est que d'ici quelques années, tous les mois, je gagne ce dont j'ai besoin de vivre pendant 1 an, en théorie. Et du coup, enfin, tu vois, ça paraît complètement incongru, ridicule. Sauf que quand on vit dans le monde dans lequel on vit tous les deux, chacun à notre façon, bien sûr, tu vois, mais je pense que tu es capable t'es la meilleure personne capable de capter ce que j'essaie de dire par là, c'est-à-dire que je pense qu'on vit dans un monde où où tu peux te baser sur des exponentiels pour vivre, et du Mhm. coup, dire que tous les mois, tu gagnes assez pour vivre pendant 1 an, c'est pas complètement dingue. Mais les Mhm. gens autour de moi à table m'avaient regardé avec des gros yeux, mais genre, mais enfin, pas vraiment avec des gros yeux, plus avec un petit sourire, genre, mais t'es ridicule, mon garçon, tu vois. Et je ne manquerai pas d'un jour de le faire, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, je sais pas, c'est exactement la même notion. En fait, si tu te mets dans une. Si, si tu réfléchis en termes linéaires, c'est très difficile de comprendre ce que je dis. Par contre, si tu Mhm. réfléchis en exponentiel, et typiquement les cryptos, les NFT, etc., ce sont des exponentiels. La tech, en théorie aussi, c'est une exponentielle. Et ben, c'est très facile de le capter. Euh, Ensuite, j'ai adoré ce que tu disais par rapport post-consommateur, etc. En fait, ça Mhm. reprend un des concepts dont on a déjà parlé un petit peu dans un podcast, je pense, de Balaji Mhm. sur le podcast de... comment il s'appelle encore, là, Justin notre Kahn, non? héros? Non, ouais, c'est peut-être avec c'est Justine Kahn, mais aussi avec Notre le héros. gars chauve qui fait des expériences dans tous les sens, allez, qui a Ah, écrit Tim Ferriss. Tim Ferriss, voilà, putain. Ouais, ok. Euh, il parle de post-économique. Donc en gros, à un moment dans cette vie,
Si tu as beaucoup de chance et que tu travailles aussi tout autant, bah, la probabilité que tu deviennes post-économique est grande. Et quand tu es post-économique, c'est en effet d'autres types de réflexions qui arrivent et qui maturent en toi. Et en fait, c'est très difficile d'avoir de l'empathie. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu un concept c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est celui du euh, putain, les steps inférentiels. Je crois que j'en ai déjà parlé, je t'en ai déjà parlé à toi, je Ouais, pense. Je ouais. pense que j'en ai déjà parlé en podcast, je réexplique vite. Les étapes inférentielles, les step, inferential step, c'est le nombre d'étapes que tu dois faire entre ta vision du monde et la vision du monde de ton voisin ou du gars qui est un peu plus loin que toi pour être capable de comprendre ce qu'il vit aussi bien que lui. Bah, typiquement, dans ce monde, quand tu es à l'étape numéro 1, telle que tu l'as décrit, c'est très difficile de faire. Il y a énormément d'étapes, c'est même infranchissable comme nombre d'étapes inférencées que tu dois faire pour savoir te mettre dans la tête du numéro 5, enfin du Ouais. niveau numéro 5. Et donc, ça vient de là, selon moi, cette grande incompréhension. Alors, est-ce qu'il y a des types qui sont au numéro 5 qui font de la merde? Oui. Est-ce qu'il y a des types qui sont au numéro 1 qui font de la merde? Sûrement. Et je ne vais pas tomber dans des banalités, mais grosso modo, c'est même intéressant de réfléchir à ça au niveau local, c'est-à-dire micro. Genre, quel nombre d'étapes inférentielles tu dois faire pour te mettre à ma place et comprendre le monde tel que je le comprends moi? Quelques-unes. Et vice-versa. Et enfin, la réciproque est vraie. Et même avec des gens que tu côtoies tous les jours, en fait, c'est des fois, mais nos parents, typiquement nos parents, le nombre d'étapes inférentielles qu'on doit faire pour se mettre à leur place, et eux, le nombre d'étapes inférentielles qu'ils doivent faire pour se mettre à la nôtre, c'est assez intéressant de réfléchir comme ça. Ça permet d'avoir un peu plus d'empathie de base et de prendre un peu plus de distance en général quand on a des visions du monde différentes. Euh, et ensuite, que faire du plus? Tu as dit, ouais, quand tu es dans le numéro 5, on sait en général ce qu'on fait du plus. C'est vrai je pense que c'est vrai dans la majeure partie des cas. Ceci dit, un contre-exemple qui m'a parlé, moi, quand j'en ai entendu parler, c'est Google. Tu sais que Google a des réserves de cache qui sont gigantesques, Apple aussi d'ailleurs. Et Google, son vrai problème, mis en exergue par Peter Thiel, c'est qu'ils ont du mal à innover. Et du coup, ils ont des montagnes de cash énormes, ils payent très, 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 très bien leurs employés, et ils se retrouvent quand même à la fin de l'année avec des trucs dont ils ne savent pas quoi faire, quoi. Enfin, des montagnes de cash dont ils ne savent pas quoi faire. Et selon Peter Thiel, c'est ce qu'il appelle the Great Stagnation, donc c'est la grande stagnation en référence à la grande accélération qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit en fait, là, aujourd'hui, on est dans un moment dans ce monde où on ne sait plus comment innover. Et donc, c'est intéressant de voir ça aussi comme ça, parce que du coup, tu te dis, OK, d'accord, tous ces gens qui ont énormément de cash, une fois qu'ils ont abattu tous leurs loisirs et qu'ils ont payé leur grande villa, qu'ils ont eu 10 maîtresses ou 10 amants, et ben, il y a un moment où, et qu'ils ont un peu donné à des charités, etc. Ben, je peux comprendre qu'on ne sache pas quoi faire de son argent à partir d'un moment Mhm. et que ça pose un problème systémique, comme c'est le cas chez Google. Et ensuite, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut réfléchir par rapport à ces étapes, numéro 1, numéro 3, numéro 4, etc., aussi sur d'autres niveaux? Là, on parlait vraiment d'un point de vue patrimonial, d'un Mhm. point de vue un peu plus psychologique, slash philosophique, slash mental. Je suis Mhm. sûr qu'il y a des gens qui sont dans le niveau 1 qui sont au niveau 5. Genre, typiquement, je sais pas moi, on tape sur Wikipédia les gens les plus pauvres qui ont changé le monde, badati patata. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens pauvres, ou en tout cas des gens dont l'objectif n'était pas l'argent en tant que tel, qui ont quand même réussi à laisser une legacy derrière eux. Et quand je dis ça, je pense à un contre-exemple, je pense que c'est Oussama qui en parle dans une de ses vidéos, de Gandhi. Tout le monde dit oui, Gandhi, il était pauvre, il a fait la révolution dans l'Inde. En fait, Gandhi, c'était le fils d'avocat ou le fils de médecin qui faisait partie de la upper class en Inde, tu vois. Donc, toujours apprendre comme ils disent en anglais, a grain of salt, c'est tous ces concepts-là. Mais c'est super intéressant. Super intéressant. J'ai pas vu du tout passer ce thread. Je me Et, réjouis de le lire. et c'était vraiment contextualisé par rapport au crypto parce que bah, il y a des Ouais, c'est personnes en ça. fait qui ont sauté des étapes très vite et Bouleversant, quoi. il y a plein de personnes qui là aujourd'hui savent pas quoi faire de leur vie, tu vois. Ils savent pas, ils savent pas trop se dire merde, je suis où. Comme par exemple quand tu prends tous les jeunes et qui ont fait beaucoup d'argent très vite. euh, on connaît peut-être tous les deux des personnes de moins de 25 ans qui ont fait très vite beaucoup de thunes grâce aux crypto. Bah, en fait, ils savent même plus quelles les étapes, quoi.
Je pense que tu vois, tu leur donnes qu'il y a une liste d'étapes en fait dans la vie, il y a des niveaux différents. Ah, mais ça, tu vois, ils ne sauraient pas te dire, tiens, c'est vrai qu'il y a ce type de niveau, il y a ce type de niveau. Peut-être que pour eux, c'est binaire, tu vois. Je sais pas, hein, j'en sais rien, tu vois, mais Non, mais ça, en fait, savoir utiliser l'argent, en fait, c'est toujours comme ça. Savoir utiliser l'argent d'une bonne façon, ça s'apprend et ça prend, je pense, encore plus de temps que de faire l'argent en tant que tel. Et c'est pour ça que moi, je suis très content. Là, tu vois, par exemple, si je prends mon exemple personnel, et je pense que c'est pareil pour toi. Est-ce que tu... Attends, question. Est-ce que tu penses qu'on vit dans un niveau supérieur par rapport à celui dans lequel on est vraiment aujourd'hui? Et l'air de attends, rien, c'est-à-dire. c'est-à-dire que, imaginons, je prends un exemple tout à fait qui n'est pas représentatif de notre situation, quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, mais qui Ouais. vit comme s'il en gagnait 3 000. Ah, Est-ce que ok. tu penses que c'est... Enfin, Ok. sans se mettre dans le rouge, etc. Tu vois, juste, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'intuition, en tout cas, qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre une vie qui est probablement un petit peu au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire que je ne Mhm. pourrais, si je continue comme ça, je ne pourrais pas la vivre éternellement. Euh, Sauf si mes investissements et mes projets, etc., se déroulent bien. Du coup, la Mhm. question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas, en gros, tu vois, la courte échelle, genre, tu as une vie un petit peu au-dessus de tes moyens, du coup, tu fais monter tes moyens, Ouais. etc., etc., Je etc. vois ce que tu veux dire. Après, je pense pas. Je pense que ça, c'est. Moi, par exemple, je sais que je vis au-dessus de mes moyens. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que C'est ça. c'est Mais ça dans le t'apprend à sens où. bien vivre et à bien dépenser ton argent, du coup. Avant de. Quelque Ouais, part, c'est ouais, c'est un peu contre-intuitif, quoi. ouais, 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 mais tu vois, par exemple, peut-être que je devrais me limiter à en dépenser 2000 et en fait, j'en dépense 4000. Bon, ben, si j'en dépense 4000, c'est qu'en fait, au fond, je peux les dépenser, ces 4000 euros. Peut-être que de façon smart, il faudrait plutôt que je sois moins dépensier, mais en fait, c'est parce que je pense, autant toi que moi, on pense que très vite, on va sauter des étapes, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, je sais pas si c'est ce que tu en Oui, penses, mais moi, je si, pense si. qu'en fait, tu vois, je vais pas C'est pas gagné, d'abord, quoi. genre, le niveau 3. Je vais pas faire, si dans le niveau 3, il y a le bottom du niveau 3, le haut du niveau 3, ben, ça va pas me prendre 10 ans de faire, de monter les escaliers du niveau 3, quoi. Je pense pas. Hmm. Je vais tout faire pour qu'en fait, il y ait un effet de levier et en fait, je passe directement de l'autre côté du prisme. Et vu qu'en fait, un de mes focus, c'est de faire ça aussi. Hein, je suis défocus au quotidien, mais un de mes trucs sur lequel je suis convaincu et que je pense que je vais tout faire pour y arriver, c'est carrément de sauter des étapes très vite et des niveaux très vite. Si je peux en sauter deux d'un coup, ce serait génial. Sans même les vivre, sans même avoir le temps de les vivre peut-être. Et du coup, ça ne me fait pas soucier de mon niveau de est-ce que je suis trop dépensier ou pas, est-ce qu'en fait je devrais mettre un peu plus de côté, est-ce que mon épargne ne devrait pas être mieux fournie, je ne me pose pas ces questions-là. Peut-être que je devrais, je ne sais pas. Mais en tout Mais cas, c'est ça. Hein. Et c'est là-dessus que moi, je diffère complètement des gens qui m'entourent ou qui m'entouraient à l'époque. C'est-à-dire que je ne me soucie pas non plus de ça, comme toi, parce que du coup, c'est-à-dire qu'au fond, je peux en effet me le permettre. Mais j'ai l'intuition que ça me permet d'apprendre à vivre pour être prêt le jour J. Même si ce ok. jour J n'arrivera jamais, peut-être, tu vois. Peut-être que je suis juste en train de me tirer des balles dans le pied et que dans 10 ans, je serai pas à la rue, tu vois, mais je serai pas là où je pensais arriver. Mhm. Mais j'ai l'intuition que ça me permet d'apprendre à vivre et à bien dépenser mon argent de façon utile et agréable en attendant. Enfin, donc voilà, mais ça Ok. demande beaucoup de philosophie et de réflexion, l'air de rien. Et j'adore en discuter avec des gens qui sont à d'autres niveaux que moi. Parce Ouais, que c'est en ouais. faisant ça que t'apprends exactement, que t'apprends de leur expérience, quoi. Apprendre avec des pincettes, Mhm. bien sûr. Donc voilà. Non, super intéressant. Quel legacy est-ce Dis-moi. qu'on va laisser, Jedi, hein? C'est ça la J'en sais question. rien, mais c'est ça Parce la que même, question. et on en a parlé déjà en privé tous les deux, et juste pour finir cette intro, euh, avec Jedi, on se dit toujours, ok, d'accord, imaginons que là, on est dans le niveau 3 bas de l'échelle. Si demain, on est dans le niveau 4 haut de l'échelle ou dans le niveau 5 bas de l'échelle, then what? Quel legacy est-ce qu'on aura laissé? Et je pense que c'est une bonne façon, et que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, Mhm. plus que ce qu'on pourrait laisser imaginer en parlant de tout et n'importe quoi sur ce podcast. Mhm. Et donc voilà. Donc on parle de crypto et de NFT. Je pense que ça peut être en effet une bonne raison de vivre,
un bon projet et des bonnes tendances sur lesquelles on peut miser et sur lesquelles on peut construire qui auront du sens et qui en ont déjà à plein de niveaux. Mais c'est pas juste. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui supportent pas les NFT ou la crypto dans nos auditeurs. C'est pas juste du pump and dump, c'est pas juste du short-term thinking, loin de là. C'est vraiment quelque chose, en tout cas moi, et je pense que j'ai aussi, dans lequel on croit fondamentalement. Donc voilà. Et c'est quelque chose, Euh, en fait, aussi qui permet, et ça, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Euh, j'en parlais avec quelqu'un d'autre, je dis ça, mais en fait, non, pas du tout. J'ai écouté Naval, un podcast de Naval récemment, je discutais pas de ça avec lui. Et en fait, il disait qu'il avait loupé une bulle. Très souvent, une bulle est liée à une révolution, pré-bulle ou post-bulle, mais en tout cas, la bulle, elle arrive parce qu'il y a eu une révolution ou il y a une révolution qui va arriver. Et en fait, il avait loupé une bulle, je ne sais plus laquelle il en parle, où en fait, il aurait pu s'enrichir, il aurait pu faire des fois 100, des fois 500 sur son capital, qui n'était pas grand à ce moment-là, mais ce fois 100, ce fois 500 lui aurait fait passer directement au niveau 5, en tout cas au niveau 4, très vite. Et en fait, il avait loupé ça, et à chaque fois, il se disait, putain, j'ai loupé cette bulle. Enfin, c'est ce changement. Euh, il n'y en aura plus. Je vais louper. Enfin, il n'y en aura plus en fait, et du coup, je suis baisé. Et après, il en a vécu une autre, qui était la tech, qui était la startup. Là, ça lui a très bien marché. Et puis, il s'est dit, bah, c'est bon, j'en ai vécu une. Là, c'est bon, je suis niveau 5. Il n'y aura plus de révolution. Et en fait, là, il dit, en fait, non, là, on en vit une nouvelle qui est la crypto. Et il dit ces révolutions, c'est une fois tous les X ans, c'est une fois plus ou moins tous les 10 ans. Et donc, en fait, parce que tu te rends compte que c'est cyclique, en fait, et on sait dire plus ou moins à tous les X années, il y a ce genre d'énormes leviers qui rentrent dans le monde, et que si tu les saisis au bon moment, tu peux vraiment faire des vrais effets de levier. Et il dit, c'est très beau parce qu'on est en train de vivre ça. Là, en live, là, on est en 2021, on est en mi-septembre, on est toujours en train de vivre un énorme levier. Et en fait, c'est des leviers, si on reprend l'histoire des niveaux, qui peuvent faire sauter les gens d'un niveau à l'autre très vite, en peu de temps, en quelques mois, quelques années. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui mettent une vie de passer d'un niveau à un autre. Ça, aussi, il faut le savoir. Il y a des personnes qui mettent une vie de passer du niveau 2 au niveau 3. Et moi, personnellement, je connais quelqu'un de très proche qui est en train de rentrer dans le niveau 3, dans le bas de l'échelle du niveau 3, et ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est au niveau 2. Et il y a des gens, ils mettent une vie. Parce qu'il y a aussi tous les aléas de la vie qui font que, il y a la motivation aussi, parce que dans la tête, faut le vouloir. Il y a plein de choses qui font que, bah, en fait, ça peut prendre une vie de passer d'un niveau à un autre. Et en fait, là, on est dans un effet de levier qui peut te faire passer très vite de fin de niveau 2 au début de niveau 4, ou de début de niveau 3 au fin de niveau 4, et ça peut arriver très, très vite. Et en fait, c'est beau. Et c'est excitant de savoir que ça existe. Bon, voilà, on peut passer à autre chose. ouais, let's go. T'as une boîte dont tu veux parler ou je commence? Euh, je peux enchaîner sur un tout petit truc. Après, j'aurai plus de sujet, mais je peux enchaîner sur un petit truc. Si tu veux, je t'en parle. Ça va pas être très long, ça va prendre 10 minutes. Enfin, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais en gros, j'ai vu sur un groupe Facebook une petite histoire, et je voulais juste la partager. En fait, c'est l'histoire traditionnelle. On en avait plein des comme ça. Mais tu te dis, tiens, c'est fou de pouvoir encore faire ça sur ces marchés-là. Et en fait, c'est pas du tout saturé. En fait, tu comprends pourquoi c'est pas saturé. Je t'explique. C'est deux potes. Ils ont 25 ans, basés aux US. Et fin 2020, ils se disent, c'est les deux potes qui sont très intéressés par les finances personnelles, etc. etc. Ils se disent, ils découvrent un outil qui s'appelle Exploding Topics, qui est en fait un petit side hustle fait par un type qui va repérer tous les topics qui explosent sur la toile. Ça prend plusieurs paramètres et ça te dit, tiens, pour le moment, ça parle à fond de NFT, il faut que tu fasses gaffe. Et en fait, ça te dit Google Trends, plus de NFT, Hmm. plus le mot-clé NFT, machin, machin. Et donc, ils se disent, putain, on est fan de stock, de bourse. Pourquoi on ne ferait pas un Exploding Topics pour les stocks, donc pour la bourse? Et donc, on prendrait différents éléments. Par exemple, quels sont les mots-clés, quels sont les stocks les plus mentionnés sur Twitter, quels sont les stocks les plus mentionnés sur Facebook, Mhm. c'est quoi les derniers articles qui sont sortis sur tel type de stock pour voir s'il y a un haut volume d'intérêt. Et en fait, essayer de faire un outil d'une espèce de prédiction du stock qui va exploser. Et donc te dire, tiens, pour le moment, il y a tout le monde qui parle d'Apple.
Il y a des annonces Apple qui sont apparemment, il y a des signaux dans certains journaux qui disent qu'Apple, il y a une grosse annonce qui va arriver. Bah, peut-être qu'il faut que tu achètes du stock Apple. Et donc, ce serait juste, à la base, ils voulaient juste faire un SaaS. C'est deux potes qui sont pas du tout techniques. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place un Webflow avec un Gumroad et ils disent on crée le Exploding Topics qu'ils avaient appelé le Exploding Stock. C'est $49 lifetime pour accéder aux produits en avant-première. Il n'y avait pas de produit, ils n'avaient rien du tout. En 3 jours, ils font $1000 de vente. Donc, ils arrivent à avoir 20 personnes plus ou moins qui payent. Ils ont eu ces 20 personnes comment sur des groupes Facebook de stock picking. Donc, c'est des groupes Facebook de bourse et sur Reddit. Et en fait, en parallèle de ça, il y a un des deux qui découvre qu'en fait, des outils qui font ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, 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 plein. Et ils se disent, est-ce qu'on a… Et en plus, eux, ils ne sont pas techniques. Et ils se disent, bon, est-ce qu'on est malin et est-ce qu'on devrait vraiment faire un SaaS alors que déjà, on n'est pas du tout technique et qu'il y en a plein. Même si on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y en a plein, donc on sait qu'on va se confronter à beaucoup de compétition. Et en plus de ça, on n'est pas technique, donc en fait, ça fait deux problématiques. Parce que s'il y a beaucoup de compétition, mais que tu es quand même technique et que tu n'es pas en plus mauvais en marketing, bon, bah, ça peut le faire. Mais si tu n'es pas du tout technique et qu'en plus il y a de la compétition, bon, bah, réfléchissons à ça. Et du coup, 24 heures après, ils pivotent et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une newsletter où ils récupèrent tous les outils déjà existants et ils utilisent tous ces outils pour faire de l'analyse de marché et te faire en petite newsletter qui est lisible en 3-4 minutes, en fait, le stock de la journée qui risque d'exploser, c'est celui-là, parce que paramètre A, paramètre B, paramètre C, que eux ont été récupérés grâce à ces outils-là gratuits qu'ils ont trouvés sur Internet. Ils envoient un email à leurs 20 clients et ils leur disent, écoutez, on pivote, c'est plus un outil, c'est une newsletter. Est-ce qu'on doit vous rembourser? Les clients ne veulent pas être remboursés. Ils sont bon, bah, ok, on a payé pour une newsletter, fine, envoyez-nous la newsletter. Ils se dépêchent, ils font la première newsletter. Aujourd'hui, ils ont revendu le business à un grand groupe dans la finance. C'est un groupe qui fait 500 millions qui a 500 millions de valo. Ils ont réussi à revendre cet outil-là à cette boîte. Et donc, en fait, ils ont été absorbés par la boîte. Donc, maintenant, ils font la newsletter. C'est toujours sur leur propre brand. Si tu veux, je peux t'envoyer le site. C'est Ticker Nerd. Donc, c'est Tickernerd. Ticker Nerd. Et en fait, c'est quoi? C'est une newsletter payante qui fait exactement ce que je viens de te dire. Et en fait, des newsletters comme ça, il y en a plein. Une des plus grosses, et je pense que c'est la plus grosse connue par les gens sur Internet, c'est Monthly Fool. Monthly Fool, c'est une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Moi, je suis abonné à Monthly Fool. C'est Monthley Foll, je crois, ou Fool, un truc comme ça, tu regardais. Monthly Fool, tu peux pas le louper. Genre, c'est ultra méga connu. Monthly Fool, c'est un peu the newsletter pour les mecs qui s'intéressent à la bourse, mais qui font pas du daily trading, qui font juste du stock picking une fois par mois. Tu vois, une fois par mois, ils veulent mettre 1000 euros, ils savent pas où le mettre. Bah, en fait, ils vont regarder Monthly Fool, les reports de Monthly Fool. Et en fait, il y a tous les jours des zooms où tu as des analyses de marché. Si tu veux vraiment passer une heure devant un zoom et voir des mecs qui bossaient avant dans des fonds, dans des hedge funds, etc., faire de l'analyse de marché. Et en plus de ça, tu as une petite newsletter qui te dit, bah là, les stock trends, c'est ça, 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 il faudrait peut-être que tu achètes ça. Super grosse boîte, une cinquantaine d'employés, fait des dizaines de millions de dollars par an, super connu. C'est un peu c'est un cas d'étude dans le domaine de la newsletter payante en finance. Et en fait, ils font exactement la même chose en moins quali et moins poussé. Mais ils arrivent quand même à avoir de l'audience, à faire payer des abonnements et à se faire racheter. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils sont vraiment sur un marché où on s'en fout de la concurrence. En fait, des gens qui veulent investir, il y en a de plus en plus dans ce monde, surtout depuis qu'il y a le Covid. Des gens qui essaient de placer leur argent, il y en a beaucoup plus parce que les gens ont compris que l'inflation va bousiller leur épargne. Et du fait qu'ils comprennent ça, ils se disent, bon, ben maintenant, il faudrait peut-être que je place mon argent, assurance vie, achat immobilier, bourse, crypto, tous les actifs que vous pouvez imaginer. Et du coup, il y a de plus en plus de demandes pour ce genre de service. Et ce qui est intéressant avec ce genre de service, c'est que tu n'es pas obligé de le faire payer si cher que ça. Monthly Fool, c'est pas si cher que ça. Je crois que c'est 200, 300, 400 balles par an, ce qui n'est pas grand-chose au final, pour avoir des infos où tu sais où placer ton argent. Et en fait, pourquoi ces boîtes-là font des prix aussi faibles?
c'est pour avoir des volumes assez importants de gens qui s'inscrivent, vu que les prix sont assez faibles. Le nerd, Stock Nerd, là, le truc là, que je viens de te partager, Ticker Nerd, c'est pas si cher que ça. C'est parce que derrière, en fait, ils peuvent faire la promotion et du sponsoring de produits financiers. Et en fait, c'est là où tu fais vraiment de l'argent dans le monde de la finance. C'est quand tu fais la promotion d'un produit, parce qu'en fait, les boîtes qui vendent des produits financiers te payent très très cher pour que tu fasses la promotion de leurs produits. Un exemple phare, c'est Boursorama. Quand tu ouvres un compte chez Boursorama, on te file 80 balles. Allez trouver un produit dans la vie qui vous paye pour vous ramener un pote sur une application et qui vous paye 80 euros. C'est très rare, ça arrive très rarement. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je voulais juste te parler de ça. Et en fait, ça fait 10 mois qu'ils font ça. Et donc, il a fait une espèce de petite storytelling cool qu'il a bien écrit en mode comment on a créé une newsletter et on s'est fait racheter en 10 mois. Et je trouve ça cool, honnêtement, deux potes, 25 ans, pas techniques, qui en fait font un business, quoi. C'est de l'infoproduit, c'est un infoproduit, mais ça se vaut totalement et c'est génial, en fait. C'est typiquement du lifestyle business qui peut si bien aménager, si en fait, qui peut être facile, qui peut être à un moment donné bien délégué, parce qu'en fait, une fois que tu as ton playbook et que tu sais comment faire les analyses, bah, tu recrutes un junior analyste, tu lui donnes ton playbook, tu lui dis, mec, c'est toi qui vas écrire les newsletters, fais-le. Je connais une boîte qui fait ça en France, qui n'est pas forcément sur la finance, mais sur les tendances de marché, que tu connais aussi. En fait, c'est ça maintenant qu'ils font. Le taf est délégué 99%, les gens sont payés. Et en fait, vu que tu sais derrière que tu as un MRR, bah, tu sais combien de profit tu fais. Et tu peux te la couler douce tranquillement. Tu n'as pas t'es pas un CEO d'une boîte qui recrute toutes les semaines. C'est vraiment du lifestyle business, quoi. Donc voilà, je voulais juste parler de ça pour vous donner un exemple comme quoi on peut quand même faire un business même qu'on n'est pas technique, surtout sur de l'infoprenariat. Et voilà. Alors, pour rebondir là-dessus, ça me fait une fois de plus penser à l'analyse de Balaji, qui décrit les évolutions sociétales depuis la révolution industrielle, où en gros, avant, les gens étaient farmers, et puis ensuite, les gens sont devenus workers dans une usine, et puis ensuite, maintenant, selon lui, les gens vont tous devenir investisseurs. Oui, c'est Et ça. donc, cette énorme tendance de faire des infoproduits, parce que les boîtes qui fournissent des services financiers ou qui permettent d'acheter des actions en bourse, etc., ben, sont larguées en marketing, ou bien alors qu'elles ont toujours besoin d'un nouveau C'est ça canal de surtout. distribution. C'est qu'elles ont toujours besoin de nouveaux canaux de distribution. Ouais, c'est le nerf de la Et, guerre et pour elles. exact. Et du coup, ben, ça fait sens en fait de se placer là-dessus, de faire ça avec un ton ou une approche marketing un peu différente, et de se faire remarquer, de se faire hacher. Je pense que c'est en effet, si tu aimes ça, je pense que ça peut, un, être en effet très vite délégué si c'est l'objectif. Deux, une optique de rachat, c'est pas impossible. Et on en connaît plein d'autres, des exemples de rachat, par exemple. Morning Brew, qui a été racheté Oui, 75 millions de dollars par Business ouais, Insider. Euh, ouais. comment il s'appelle encore DSL, Sampar, The Hustle, qui a été racheté aussi par une boîte qui fait du HubSpot. marketing, HubSpot. Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, mais j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Non, mais T'as il n'y vu ça avait sur pas. Twitter? Non, sur Facebook. Ok. Ah oui, c'est ça. Et moi, j'en ai plein des idées d'infoproduits. Euh, pas si compliqué que ça. Je vais pas les partager cette fois-ci. Mais je sais pas pourquoi je vais pas les partager, mais c'est juste je t'en parlerai en privé. Mais moi j'en ai plein. Le truc c'est que c'est chiant, enfin c'est chiant comme business. En fait c'est un business de distribution. C'est un business de marketing parce qu'en fait la création du contenu c'est une partie du travail, mais après il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui te lisent. Et donc c'est de la distrib et en fait, c'est un peu chiant comme type de business, je trouve. Mais bon, encore une fois, pour un jeune pas technique, qui aime, tu vois, qui est fondamentalement passionné par ce sujet-là, parce qu'il faut aussi être fondamentalement passionné par ce sujet-là, c'est trop bien, quoi. Tu fais gagner du temps et tu vends de l'expertise. Ouais. Ça, c'est le problème Enfin, le problème. En fait, ce qui est facile dans les business de contenu, c'est aussi leur problème. C'est-à-dire que c'est juste, tu dois créer et distribuer du contenu. Créer ou même reprendre du contenu, l'agréger, ou bien alors faire de la documentation, etc. Là, c'est une Bref, espèce de curation, hein. C'est une ouais, c'est curation ça. réécrite, quoi. C'est juste C'est ça. ça. Mais c'est pénible, surtout quand c'est sur des stocks, etc. Probablement qu'ils font, en tout cas Morning Brew, je pense que c'est tous les jours. Euh,
T'imagines ou quoi quand tu... Enfin, je sais pas, moi, en effet, quand tu dis que c'est pénible ce genre de business, moi, c'est comme ça que je l'interprète, ça doit être pénible de se lever tous les matins, de se dire, putain, qu'est-ce qu'il faut que je ponde aujourd'hui? Je pense que j'ai un cerveau plus... comment est-ce qu'on dit encore? Cerveau, c'est pas lézard, mais c'est... bref, je retrouverai le nom. T'as plusieurs types de cerveau dans ton cerveau, et chez certaines personnes, alors, le cerveau reptilien est plus développé. Le cerveau reptilien, c'est celui qui prend plus de temps pour réfléchir. Je pense que j'ai un cerveau qui est trop reptilien pour faire ce genre de business de façon efficace pendant longtemps. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut le faire bien tous les jours pendant longtemps. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Moi, Vas-y. je vais te parler d'une boîte que j'ai repérée, une toute petite boîte, enfin, en tout cas pour le moment, qui est toute petite. Et tu vas voir, ça va te faire penser à un autre modèle de boîte qu'on connaît bien, c'est WeWork. Ça s'appelle Viasana. Le site web, si tu veux aller voir, je sais bien que tu aimes bien aller voir, c'est centreviasana.com. Et c'est en fait le WeWork pour les paramédicaux. Alors, c'est une team de Français, je pense qu'ils sont 4-5 dans la team, pas beaucoup plus. Et en fait, ils ont repéré un problème. Attends. C'est centre J'en via étais Sana. Comment, sûr qu'il allait me faire ça. À comment chaque t'écris? fois que je te Mais non, donne mais, un lien, il faut 5 mais minutes, puis comment c'est centre, comme centre, Ouais, Viasana, mais V-I-A, ouais. Sana, S-A-N-A.com. Ok, j'avais Ah mis Sana voilà. avec deux N. Euh, C'est bon. Tu peux y aller, Pardon, pardon. J'en étais Pardon. sûr. Je suis sûr que si on Il coupe dans reprend son tous les élan. podcasts et je vais faire un clip de tous les podcasts, à chaque fois que je donne une URL, je me dis 2 minutes après. Attends. Non, mais c'est marrant. Vas-y. Du coup, ils ont repéré. Enfin, du coup, j'ai ajouté le founder sur LinkedIn. J'ai essayé de parler avec lui, mais il m'a pas répondu, comme la plupart des founders français qui ont mieux que ça à foutre que de parler avec d'autres gens, ou bien alors qui savent pas parler avec d'autres gens. Je sais pas. Donc, Il je a suis la plutôt pour la haine. deuxième. Non, mais ça m'arrive très régulièrement, ça, mais c'est pas grave. Euh, Praticiens, ils ont repéré, je pense, que les praticiens paramédicaux, donc c'est quoi? C'est les kinés, les psychologues, les gens, les naturopathes, etc. Le coût principal finalement de leur activité pour pouvoir mener une activité, c'est quoi? En fait, c'est l'infrastructure. C'est payer un emplacement ou une salle, des espaces pour pouvoir exercer leur profession, c'est-à-dire recevoir des patients, les traiter et ensuite avoir une salle d'attente, etc. Bref, c'est obvious chez les médecins, c'est obvious chez les avocats, etc., etc. Et finalement, eux, ils se sont dit, bon, bah, on va faire le WeWork, ou en tout cas, on va prendre un modèle à la WeWork, c'est-à-dire on va soit louer, soit acheter des bâtiments, les transformer, bien les meubler, et on va permettre à ces gens-là d'avoir finalement une organisation plus flexible où ils peuvent louer à la demi-journée, à partir d'une demi-journée, je pense, des espaces pour travailler et recevoir leurs patients. Et tout est pris en charge, les patients arrivent, il y a une belle salle d'attente, il y a tout ce qu'il faut. Et puis le mec, quand il a fini, il prend ses clics et ses claques et il part et il va faire autre chose. Et je pense que c'est tellement logique de faire ça, puisque tu sais que enfin, quand tu te lances en tant qu'indépendant, surtout sur ce genre d'industrie, alors peut-être pas les psychologues, peut-être pas les kinés, mais en tout cas pour tous les naturopathes, etc., bizarrement, la plupart des naturopathes, à mon avis, ils se lancent, je suis sûr que si on faisait une enquête, ils se lancent après une reconversion professionnelle vers 35, 40, 50 ans. Et donc, ils doivent se faire une clientèle, ils doivent apprendre le travail presque à partir de rien. Et du coup, bah, c'est un putain d'investissement de se dire, OK, bah, je vais prendre un loyer parisien pour pouvoir exercer ma profession dès le début alors que j'ai 3 clients. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir créé ce concept-là. Ils ont déjà un peu moins de 10 centres et ils hébergent 50 professionnels. Donc, ça a l'air de bien tourner. Je pense qu'ils se font une petite levée de fonds de 1 million d'euros, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils ont commencé en mode bootstrapping. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais à mon avis, c'est très simple. Ils sont basés sur le modèle WeWork. Ils louent des bâtiments, ils prennent une commission, ils l'aménagent et c'est tout. Ça tombe tout seul après, quelque part. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas tant que ça pour gérer déjà. Je pense qu'il y a un employé pour 10 professionnels, quoi. Donc, et ça se trouve, ils peuvent aller plus loin dans ce ratio. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, je me suis dit, OK, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas, ou est-ce qu'un auditeur de FarmSpot pourrait pas faire un WeWork pour quelque chose d'autre? Du coup, j'ai pensé WeWork pour les architectes, WeWork pour les manicures, pédicures, WeWork pour les coiffeurs. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas, mais j'ai appris récemment qu'il y a des coiffeurs qui louent un siège dans des salons établis et ils viennent en tant qu'indépendants, ils amènent leurs propres clients, ils ont juste un petit siège et ils font la coiffure des gens, tu Ok, vois. je savais pas. Ok. Et là, en te parlant, je me dis, mais pourquoi pas WeWork pour les avocats? Euh,
probablement que la plupart des avocats peuvent passer la majorité de leur temps de travail chez eux dans leur documentation, etc. Mais que quand ils doivent voir un client, ils doivent pouvoir dire, OK, voilà, asseyez-vous, monsieur, prenez un verre, etc. Ou parlons, on doit se voir en face pour en parler. S'ils n'ont pas un bureau chez eux ou qu'ils ont envie de recevoir dans un endroit neutre, et qu'ils n'ont pas encore un grand bureau d'avocats, eh ben, why not faire ça pour les avocats? Tu penses à quelque chose d'autre, toi, ou bien alors Non, comme ça, non, mais c'est vrai que tu en as listé quelques-uns. Après, ça dépend vraiment de la problématique de chacun. Tu vois, les avocats, je sais que les questions aussi de prestance, Ouais. de envie de montrer, regarder les belles dorures, enfin, tu vois un peu le truc. Et du coup, ça dépend. Peut-être vraiment pour l'avocat indépendant qui galère un peu, qui démarre. Mais Ouais. oui, mais je vois exactement naturopathe, tout ça, ça fait sens. Puis, il faut pas non plus énormément de matériel. Parce que tu vois, par exemple, tu parlais de manicure. Bon, ça va encore en fait parce que tu as des kits de manicure que tu déposes. Et si maintenant tu vas chercher un métier où il lui faut beaucoup de matos, quoi, ça va être compliqué. Mais par exemple, pour l'histoire des coiffeurs, je savais pas du tout. Il y a Mais, des coiffeurs qui. Je savais pas. en fait, j'ai dit manicure, pédicure, mais en fait, je pense esthéticienne. Je connais pas du tout ce métier-là, Ok. mais de loin, j'ai connu, par personne interposée, des esthéticiennes. Bizarrement, il n'y avait jamais d'esthéticiens. Des esthéticiennes, du coup, et qui faisaient énormément de travail chez elles. Ah oui, ça oui, ça Et, oui, ça oui. et peut-être que c'est pas con de leur proposer un endroit un peu plus neutre, bien organisé, où elles sont pas Mhm. obligées d'accueillir les gens chez eux, de les faire passer par le salon, la cuisine. Ah, viens, viens. Enfin, Ouais. alors, la plupart du temps, c'est des amis, etc. Mais peut-être qu'un jour, on passera dans une autre dimension et qu'il y a des gens qui font tellement de revenus avec cette activité-là à domicile qu'elles seraient intéressées soit d'ouvrir leur salon, ou bien alors juste avant, de prendre un endroit flexible où elles peuvent recevoir leurs clients. Donc Mhm. voilà, c'était ça. Donc ça, Ok. c'était la première boîte dont je voulais te parler. J'en ai une deuxième. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà, après, on a commencé un peu plus tard l'enregistrement. J'hésite à C'est attendre pour la prochaine fois. comme tu veux. C'est comme tu veux. Ceux qui le Bon, sent. je l'introduis et si les gens trouvent que c'est pas suffisant qu'ils veulent en savoir plus, ils feront un commentaire. Ok, vas-y, go. Et Et je on verra ceux posterai qui plus. restent jusqu'à la fin. Ouais. Donc, je vais te parler d'une des boîtes les plus rentables au monde qui s'appelle Ok. Elsevier. Je sais pas si Ça me tu dit un connais. truc. Le nom de nom, je ne connais pas, mais. Elsevier, c'est le plus gros éditeur au monde de littérature scientifique. Ils ont été fondés en Ah, 1880 ok. aux Pays-Bas. Ils publient 500 000 articles par an en moyenne dans plus ou moins Ok. 2500 revues. Ils ont des dizaines de millions de documents. C'est 1 milliard de downloads par an. Leur revenu pour 2019, c'était 2,6 milliards de dollars, Putain. sur lesquels ils ont 40% de profit en net. Donc, c'est un des business les plus rentables au monde, sur le même niveau que le software quasiment, tu vois. À ce stade-là d'entreprise, ils ont quand même 8000 employés. Et du coup, en fait, et c'est juste l'intro, Vas-y. Ouais. peut-être qu'on en parlera plus, peut-être qu'un jour on invitera des gens qui utilisent ce genre de, de service. En fait, comment ça se passe? C'est que les boîtes privées, bien alors les fonds publics, ils financent des scientifiques pour faire des recherches, et ces scientifiques écrivent à la fin de leur recherche leurs conclusions dans un papier scientifique, et ce papier ensuite doit être ce qu'on appelle peer-reviewed, donc revu par des pairs d'autres scientifiques, pour dire, OK, ce papier, on le valide, il est bon. Et une fois qu'il a été peer-reviewed, il est publié, ou il est potentiellement publié dans un des journaux scientifiques détenus par Elsevier. Et à partir de ce moment-là, Elsevier prend ce papier scientifique ou ce journal, ces publications, et il les revend à tous les autres scientifiques du monde qui veulent pouvoir avoir accès Ok. à ces Mhm. recherches. Donc, tu as un scientifique qui crée, des scientifiques qui vérifient, Elsevier qui publie dans ses canaux de distribution, et les canaux de distribution sont extrêmement, extrêmement coûteux, et les gens doivent venir payer, donc les mêmes scientifiques peut-être, dans la plupart du temps, c'est d'ailleurs probablement les mêmes scientifiques, ou les scientifiques de la même catégorie qui repayent par-dessus le travail qui a été fait par un de leurs collègues, qui a été vérifié par d'autres collègues. Et donc c'est un système qui est totalement critiqué. Ouais. Euh, Surtout pas Balaji, je pense, non? Je me souviens, il avait je fait beaucoup pense la que promotion de Balaji, Sai, ouais, Sai, je sais pas quoi, là. Tu sais, le ouais, alors c'est ça Sai dont je Hub. voulais. Ok. C'est ça enfin, c'est pas la boîte dont je voulais On en parler, mais parlera, on en parlera la prochaine fois de Sai c'est Hub si ça. tu veux. Parce Ok. que c'est super intéressant. Il y a Research Hub aussi qui s'est lancé sur ce sujet-là. Donc Gary Tan, un des investisseurs les plus connus de la Silicon Valley, qui a une super chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir, en parle aussi.
Et apparemment, eux, ils seraient en train d'essayer de créer un modèle un peu plus genre Web.3.0, 3.0, pardon, slash crypto, d'incentive, qui permettrait en fait de juste de dire, OK, ce modèle qui est cassé, mais qui fonctionne en fait parce que les scientifiques veulent être publiés dans les journaux scientifiques parce que c'est une forme de prestige. Tu parlais de prestige pour les avocats. C'est une forme de prestige et de reconnaissance. Et en fait, tant que tu n'es pas publié, finalement, tu n'existes pas. Si tu veux pouvoir ensuite publier dans d'autres journaux, si tu veux pouvoir ensuite évoluer dans ta carrière, etc., tu arrives devant ton maître de carrière, ou je ne sais pas comment ils s'appellent entre eux, et tu lui dis, bah voilà, j'ai écrit des articles scientifiques, mais ils n'ont jamais été publiés, ou bien alors, en fait, oui, ils n'ont jamais été publiés. Bah, le type va te regarder, il va dire, bah, oui, mais tu vois, nous, on a besoin de prestige dans notre labo, on veut que des gens qui ont été publiés dans une des revues du Elsevier, etc. Donc, On tu va vois, c'est un certainement système pas te qui le dire, est... mais ça doit être certainement officieusement compris Ah par tout le oui, monde. ah oui, oui, enfin, Eh, c'est sûr et certain. Et c'est comme ça à tous les niveaux, dans toutes les branches scientifiques qu'on peut imaginer, la médecine, la physique, la chimie, la biologie, etc., etc. Donc, c'est un domaine qui est très intéressant. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas encore été déjà rasé, et comment c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont technophiles, voire des technologistes qui s'en sont occupés, qui ont réglé ce problème-là une bonne fois pour toutes. Il y a un gros sujet de légal là-dessus, parce qu'en fait, Elsevier attaque en justice. Par exemple, Sci-Hub a été attaqué en justice par Elsevier, etc. Parce que du coup, Sci-Hub prend les papiers scientifiques Ouais, qui c'est web, sont, c'est entre un peu. guillemets, Ouais, c'est ça. ouais, qui sont entre guillemets détenus, dont les droits intellectuels sont détenus par Elsevier, il les publie sans payer rien du tout. Donc, en tout cas, c'est les allégations d'Elsevier. Mais c'est super intéressant de voir que ce modèle-là est cassé et que pour moi, il tombe plic-ploc dans un truc que la crypto slash la blockchain pourrait faire, ce système de vérification, de peer review, etc. Plus d'incentives, tu pourrais imaginer des systèmes d'incentives extraordinaires. Alors, le Ouais. problème de l'incentive, des fois, c'est que ça pourrait amener à des dérives, bien sûr, puisque si tu es incentivé à review beaucoup de papiers, tu vas review beaucoup de papiers sans vraiment faire attention. Donc, il faut imaginer des mécanismes relativement complexes pour éviter des dérives. Mais pour moi, ça tombe pile poil là-dedans et je me réjouis de voir ce que ça va donner. S'il y a des gens Bon. qui sont intéressés à en discuter, contactez-moi. Je connais plein de Il en scientifiques qui parlera sont... la fois prochaine de façon Ouais. plus précise, mais non, clairement, clairement. Et c'est vrai qu'il doit y avoir, si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne voit pas ou que tu ne vas pas encore expliquer qui fait que tu ne peux pas du jour au lendemain faire un compétiteur ni fois mieux, quoi. Il doit y avoir un truc, Bah, quoi. bah, c'est juste... Enfin, j'ai pas vraiment cherché, mais mon intuition, c'est de dire que c'est probablement juste un effet de... Comment on appelle ça encore? En gros, ils sont dominants d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution. Et il y a une telle image de prestige et une telle notion de prestige attachée à ces publications-là qu'en fait, il y a un moment où il y aura un saut. Mais en attendant, enfin, tu vois, on va envoyer Valdang et tout ça, on va passer sur autre modèle. Mais en attendant, on vit dans un flou artistique où bon, bah, c'est le système qui est établi et qui fonctionne et qui est reconnu par tout le monde. Et comme la reconnaissance dans le domaine scientifique, c'est un truc très important, bah, c'est Hmm. difficile de passer outre pour le moment. Mais il y a tellement d'initiatives dans ce sens-là que ça ne peut que tarder. Ok, Voilà. ok, ok. Bon, bah c'était cool. Et vous devez bien évidemment liker, commenter, nous dire si vous voulez que dans le prochain épisode, François parle un peu plus en détail de ce business. Et n'oubliez pas de activer la cloche sur Spotify, laisser 5 étoiles sur l'Apple Podcast et de partager au moins l'épisode à un de vos amis. Ou si vous pensez à un ami, un membre de la famille, à n'importe qui. On y va? On y va. À la Bon, prochaine, ciao, quoi. ciao.